Bon, Helena, je pense que c'est le moment. Allez, D'accord, allons-y. parfait. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous et vos chers, vous êtes en bonne santé. Celle-ci, Celui-ci est un webinaire qui fait partie des séries des Climate Bonds Initiative, euh, des séries des webinaires sur la taxonomie avec l'appui du membre du TEC. Aujourd'hui, nous comptons avec deux membres du TEC, Elodie Feller, qui est, qui travaille pour la UNEP Financial Initiative, et moi-même, Elena Vignes, du BNP Paribas Asset Management. Mais on a aussi la chance de compter avec Paolo Campora, qui est fonctionnaire de la Commission européenne, qui travaille en concret chez JRC. Donc, c'est les centres communs de recherche de la Commission européenne. En fait, les JRC, c'est la direction générale qui donne des conseils et appuis techniques et scientifiques à la Commission pour le développement du politique économique. Donc, bienvenue Elodie et bienvenue Paolo. Maintenant, l'idée de cet webinaire aujourd'hui n'est pas de faire une présentation formelle sur la taxonomie, mais plutôt d'avoir une conversation d'abord entre nous, Elodie, Paolo et moi-même, et après avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil, sur les chats. On ferait nos mieux pour les répondre. Mais avant de commencer la discussion sur la taxonomie, je voulais, si vous me permettez, dire quelques mots par rapport à la situation sans précédent dans laquelle on se trouve. Celle-ci n'est pas simplement une crise humaine et sanitaire, mais c'est aussi une crise économique. Il y a déjà ceux qui comparent la crise économique qui nous attend avec celle de 1929, au sens des dimensions. Mais comme celle de 1929, on a besoin d'une réponse adéquate à la dimension de la crise qu'on fait face, dans laquelle on fait face. Mais nous, comme membres du TEC, on est obligé de rappeler que cette crise ne peut pas servir comme excuse pour rapporter les mesures qu'il faut, les mesures qu'on doit mettre en place pour faire front à une troisième crise, la crise climatique et la crise écologique. On connaît très bien les conséquences catastrophiques que la crise climatique et écologique peut avoir sur notre économie, notre planète et sur l'être humain, et pas moins sur notre santé. Et c'est pour ça qu'on a on a reçu avec soulagement l'annonce le jeudi dernier du Conseil européen, aussi comme les annonces du président Macron sur la récupération verte. En fait, on a vraiment besoin que la récupération soit verte. Mais on voit cette crise on peut la transformer comme une opportunité pour transformer notre économie. En fait, ce que nous, on a besoin, c'est de plus de pactes verts, pas moins. Et c'est pour ça que les membres du TEC, on a publié ce lundi sur le site de la Commission européenne une déclaration. Une déclaration qui appuie une récupération et qui fait appel à une récupération verte, oui, mais qui dit aussi qu'il faut accélérer, si vous voulez, ou renforcer les pactes verts au niveau des moyens financiers qui sont dédiés, mais aussi avec l'inclusion d'un angle social. Et que maintenant qu'on va déployer des milliards, plus que jamais, c'est absolument fondamental que quand on déploie ces fonds, on ne va pas avoir un impact négatif sur l'environnement. C'est-à-dire que le déploiement de ces fonds doit avoir un filtre qui s'assure d'abord qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement, sur les objectifs environnementaux de l'Union européenne, mais plutôt qu'en plus aide aux entreprises, aide aux différents secteurs de notre économie à transformer
à faire de leur business model des modèles plus durables. Et quoi mieux qu'utiliser la taxonomie comme ces filtres, comme ces outils, ces points de référence, parce que la taxonomie, finalement, nous explique qu'est-ce que c'est vert, qu'est-ce que c'est durable et dans quelles circonstances. Aussi, deuxièmement, la taxonomie établit des objectifs clairs pour chacune des activités économiques pour devenir durable. Et troisièmement, la taxonomie est tout à fait cohérente et consistante avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Maintenant, le 12 mars, nous avons présenté à la Commission européenne, depuis Bruxelles, les derniers rapports du texte sur la taxonomie. En fait, nous avons présenté d'un côté un rapport de synthèse où il y a les concepts clés et qui explique d'une façon détaillée comment on a intégré les changements faits dans l'accord politique par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Donc, comment cet accord a pu, on va dire, impacter le développement de la taxonomie, ou ce qu'on avait publié en juin. Après l'annexe technique, voilà les 600 pages des explications techniques avec pas simplement des justifications substantielles, mais avec tous les critères associés à chacune des activités. Et finalement, une feuille de calcul Excel, que c'est plutôt un outil pour aider aux investisseurs, mais aussi aux entreprises à d'abord voir l'ensemble de la taxonomie, donc un résumé, mais aussi un tableau de conversion entre les différentes classifications économiques, très utile notamment pour les investisseurs. Bon, Élodie, moi je parlais de la taxonomie comme un outil, voilà, au service des entreprises, des investisseurs, mais aussi d'autres parties prenantes. Mais peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est la taxonomie d'un point de vue plus technique? Merci. Merci, Elena. Je vérifie que tu m'entends. Ouais, ok. Oui. Merci, Elena, et merci à l'équipe CBI pour cette opportunité de vous présenter la taxonomie. Donc, effectivement, c'est un outil. C'est un outil, comme tu dis, Elena, qui a pour objectif d'orienter les investisseurs, de les aider à identifier les activités économiques les plus à même de contribuer de manière significative à atteindre des objectifs environnementaux. Alors, soit des objectifs environnementaux de type climat, comme ceux qui ont été fixés par l'accord de Paris, mais aussi des objectifs environnementaux à plus large spectre qui visent la protection et la promotion de l'environnement selon les différentes stratégies promues par l'Union européenne. Donc, c'est un outil. Et dans cet outil, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une liste. Il y a une liste, une taxonomie en fait, qui met en avant de manière inclusive des activités économiques. Alors, c'est focalisé sur l'activité économique, ce qui permet à l'entreprise, mais également à l'investisseur, de pouvoir identifier au sein d'une entreprise les activités qui contribuent à la transition environnementale de celles qui, par défaut, n'y contribuent pas. Donc, avant d'arriver à ce qu'il y a dans cette liste, puisque je pense que c'est ce qui intéresse l'audience par rapport à tout le travail qui est fait et par rapport à ce que les investisseurs vont devoir rapporter, il y a une méthodologie qui a été élaborée par la Commission et ensuite par le TEG pour sélectionner ces activités. Donc, la méthodologie, c'était la même il y a un an lorsqu'on avait publié le rapport en juin. C'est toujours la même en mars dans le rapport qui a été publié. C'est qu'on est parti d'un univers d'activité économique qui correspond, alors cet univers correspond à la nomenclature européenne qui s'appelle NACE, dans lequel il y a les 21 secteurs de l'économie européenne. Au sein de cet univers, on a dû identifier les secteurs prioritaires, c'est-à-dire les secteurs les plus à même de contribuer substantiellement aux objectifs environnementaux fixés par la Commission. En l'occurrence, la taxonomie qui a été publiée en mars correspond à la taxonomie climat. Elle identifie les activités les plus à même d'atténuer le changement climatique ou d'adapter l'économie au changement climatique. Donc, la première priorisation des secteurs s'est faite selon
un critère relativement simple qui est l'empreinte carbone des secteurs. Donc, de 21 secteurs, on est passé à 8 secteurs. Et ce sont les 8 secteurs de l'économie qui regroupent à peu près 90% des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'économie européenne. Ensuite, on a pris les 8 secteurs et on a dû, pour la taxonomie climat, encore une fois, identifier les activités économiques qui répondent du coup à 3 critères cumulatifs eux-mêmes élaborés par la Commission. Et Elena, je vais juste revenir sur le slide précédent, j'arrive tout de suite à ces 3 conditions. Voilà, donc ça a été donc c'est encore avant. Le slide d'avant, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le slide deck. Oui, pardon, c'était ma faute. Je pense que, voilà. Revenir à celui, bon, c'est pas grave, revenir aux 3 conditions initiales. Oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'est juste pour expliquer comment on en est arrivé finalement à la liste d'activités qu'on va vous présenter. Et les activités, une fois qu'on a décidé que toutes les émissions carbone étaient concentrées dans 8 secteurs, elles doivent répondre à 3 conditions pour être inclus dans cette liste, dans cette taxonomie. La première condition, c'est de contribuer substantiellement à la réalisation d'un objectif environnemental. La deuxième, c'est de ne porter de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. Et je reviendrai sur ces objectifs dans un instant. Ces 2 premières conditions, comme indiqué sur le slide, elles sont détaillées sous forme de critères techniques qui ont été développés pour chaque activité. Et troisième condition, c'est de respecter des garanties minimales sociales et gouvernance. Ces garanties minimales sociales et gouvernance ont été plus élaborées lors de l'accord politique en décembre par rapport au rapport qui avait été émis en juin. Donc, ça représente un nombre de cadres supranationaux plus vastes, ne serait-ce que ça prend en compte les guidelines de l'OCDE, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Donc, la taxonomie, c'est un outil, une liste d'activités économiques qui sont sélectionnées pour leur contribution substantielle à des objectifs environnementaux. Elles répondent à des critères, les activités répondent à des critères techniques précis. Et l'objectif, Elena, pour venir à ce que tu disais, c'est que ça doit servir aux acteurs de la finance, mais aussi à l'économie, pour mieux cadrer leur contribution positive environnementale. Donc, si on va sur le slide suivant, quels sont ces objectifs environnementaux? Il y en a 6. Ils ont été définis par la Commission européenne. Alors, j'ai mentionné déjà les 2 premiers, qui sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est la première taxonomie qui a été développée et qui a été publiée en mars. Mais il y a aussi 4 autres objectifs environnementaux, que sont l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, et enfin, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec les 3 conditions, si une activité économique est inclue dans la taxonomie parce qu'elle contribue substantiellement à l'atténuation du changement climatique, donc à l'objectif numéro 1, son inclusion est conditionnée au fait qu'elle ne puisse porter préjudice à aucun des autres objectifs environnementaux. Donc, une activité qui est positive pour le climat, mais qui endommage la biodiversité ou augmente la pollution de l'eau, ne peut pas se retrouver dans la taxonomie. Donc, voilà. Donc, c'est une liste d'activités économiques qui ont une contribution positive et substantielle, qui a pour but d'aiguiller les acteurs de la finance pour identifier ce à quoi l'économie verte et bas carbone devrait ressembler d'ici à 2050. D'un point de vue plus... Oui? Oui, Élodie, je me demandais si tu pouvais nous expliquer un peu les types d'activités qu'on va trouver sur la mitigation et l'adaptation. Donc, quel type d'activité, pas quel type d'activité au niveau secteur, mais au niveau de leur fonction. Très bien, merci. Alors pour le moment, ce qu'on retrouve dans la taxonomie qui a été publiée en mars, c'est, comme je disais, des activités qui sont propres aux 2 premiers objectifs, donc atténuation et adaptation. Il y a 4 types d'activités qui remplissent ces 2 objectifs, qui correspondent à ces 2 objectifs. Le premier type d'activité, ce sont les activités qui sont déjà bas carbone, donc ce sont des activités qui sont compatibles avec l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Ça inclut par exemple les énergies renouvelables, les voitures électriques, le boisement, le fait de planter des arbres, toutes ces activités de séquestration, par exemple, qui ont pour
pour but d'augmenter le puits carbone naturel. Donc, ces premières activités, celles qu'on trouve, ce sont les activités vertes. Le deuxième type d'activités qu'on trouve sont des activités de transition. Parce que la taxonomie reconnaît que certains secteurs aujourd'hui polluent en termes d'émissions, mais qu'ils ont la capacité de transiter vers la neutralité carbone. Donc, cette seconde catégorie d'activités prend en compte des activités qui aujourd'hui émettent beaucoup trop de carbone par rapport à ce qu'elles devraient, mais qui ont la capacité d'arriver à net zéro. Donc, évidemment, pour ça, il a fallu élaborer des critères techniques pour évaluer la manière dont on va pouvoir les faire transiter. Ces critères sont basés sur les connaissances scientifiques et technologiques actuelles, sur les meilleures pratiques. Et aussi, il fallait s'assurer que ces activités n'entraînent pas un verrouillage des actifs à forte intensité carbone dans la taxonomie, compte tenu de la longévité économique de certains des actifs. Et donc, pour ces activités de transition, on a des seuils qui sont fixés, mais qui sont des seuils également en transition. C'est-à-dire qu'actuellement, ils constituent un point de départ pour guider les entreprises, encourager l'innovation, mais qu'à terme, ces seuils seront amenés à changer, à devenir plus exigeants pour refléter des objectifs intermédiaires à 2030-2040, pour que l'activité économique, éventuellement, finalement, arrive à net zéro d'ici 2050. La troisième catégorie d'activités, ce sont les activités qu'on appelle habilitantes, enabling en anglais, c'est-à-dire que ce sont les activités qui permettent à d'autres activités de réduire leurs émissions. Alors, c'est le cas par exemple de la production des éoliennes. Pour produire l'énergie renouvelable de sources durables, on a besoin de produire des éoliennes. Donc, la production d'éoliennes est considérée comme une activité habilitante faisant partie de la taxonomie. Ou encore, par exemple, le fait d'installer des nouvelles chaudières pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ça permet d'amener le bâtiment à devenir bas carbone. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Enfin, la dernière catégorie de cette taxonomie climat, ce sont les activités qui permettent l'adaptation au changement climatique. Là, les critères techniques qui permettent d'identifier ces activités sont très différents. Ils ne sont pas basés sur des seuils. En dessus de ce seuil, on est bon, en deçà, on n'est pas bon. Non, c'est basé sur un processus de gestion, d'identification des risques liés au changement climatique. Je reviendrai plus en détail là-dessus tout à l'heure parce que c'est quand même très différent des autres activités. Donc voilà, donc on a 4 types d'activités que vous pouvez trouver dans la taxonomie climat. Je termine en précisant 2 choses sur ces activités, Elena. La réglementation sur la taxonomie, donc l'accord politique qui est passé en décembre, prévoit que les seuils doivent être atteints. Donc les seuils qu'on trouve pour chacune des activités économiques doivent être atteints, quelle que soit la technologie. Donc ça veut dire que la taxonomie est neutre, les technologies qui sont utilisées est choisi pour atteindre ces seuils. Et le deuxième élément qui est important, c'est que la taxonomie est inclusive. Elle prévoit une exclusion explicite, qui est la production d'énergie à partir de combustibles fossiles solides. Donc, on a effectivement une exclusion pour ce qui est de l'utilisation des énergies fossiles pour la production d'énergie. Voilà pour les types d'activités. Elena, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Elodie. En fait, c'est très, très intéressant parce qu'un des objectifs de la taxonomie, surtout au départ, c'était de remplacer les milliards de taxonomies existantes dans le secteur privé, notamment dans la finance. Donc, soit utilisées pour les investisseurs ou pour les institutions financières. Et déjà, on voit des points différents qui différencient la taxonomie européenne de, on va dire, les taxonomies classiques. D'abord, c'est ces concepts très, très importants de ne porter préjudice important à un autre objectif environnemental. Donc, parfois, on doit les reconnaître, les institutions financières, on n'a pas été si rigoureux aussi précis, parce qu'on n'est pas des scientifiques non plus, sur comment on va développer ces trade-offs
parmi les différents objectifs environnementaux. Et le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est que dans les taxonomies classiques, certainement celles que j'ai vues, on n'a jamais trouvé ces activités transitoires. Ça veut dire que dans les fonds classiques verts et les instruments financiers classiques verts, on ne voit pas ces concepts de transitoire, notamment dans les equity, dans les côtés des equity. Donc, on ne trouve pas des on va dire, activités telles que les ciments, comme tu viens de préciser, Elodie. Donc, quelque part, la taxonomie va éteindre l'univers d'investissement. Donc, très intéressant. Paolo, je me demandais si tu pouvais, s'il te plaît, nous donner une vision globale des critères qui ont été utilisés et la philosophie, la méthodologie derrière la sélection des critères, mais aussi d'essais par rapport aux activités d'atténuation du climat. Merci. La prochaine diapo, merci. Oui, merci Elena. Bonjour à tout le monde. Donc oui, comme elle a très bien expliqué Elodie, donc il y a eu un processus qui a mené à partir dans l'univers de toutes les activités économiques possibles à sélectionner donc d'abord un certain nombre de macro-secteurs, donc c'était les macro-secteurs avec les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre les plus élevés, et après donc en deuxième lieu, pour chacun de ces macro-secteurs, les activités qui avaient soit les émissions les plus importantes, ou soit les potentiels plus importants de réduire donc les émissions. Donc ici, on est en train de parler uniquement du côté atténuation, donc activités qui ont une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique. Donc ce qu'on peut voir ici, donc c'est les secteurs qui ont été inclus, donc les secteurs avec comme on a expliqué, les niveaux des émissions de gaz à effet de serre les plus élevés, donc le secteur de l'énergie, le secteur du transport, le secteur de l'industrie. Et du coup, dans chacun de ces secteurs, on voit par exemple dans l'industrie que donc il y a eu une priorisation, donc le TEG a priorisé les activités économiques avec les niveaux d'émissions les plus importants. Donc, par exemple, la production de ciment, d'acier, d'aluminium dans le secteur de l'industrie, ou la production d'électricité ou de chaleur dans le secteur de l'énergie. Mais bon, revenons à ce qu'expliquait Elodie. Du coup, on voit que ça n'a pas été uniquement que ça. Donc, ça aurait pu être les premières deux catégories qu'expliquait Elodie. Donc, d'un côté, des activités déjà bas carbone. Et on peut en voir quelques exemples. Si on pense là au secteur de l'énergie, donc l'électricité qui est générée avec des émissions tout au long du cycle de vie qui sont inférieures à 100 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure sont considérées donc sont qualifiés par rapport à la taxonomie, par rapport à la contribution substantielle de la taxonomie. Donc, par exemple, les solaires, l'éolienne, ils sont qualifiés dans tous les cas. Dans la majorité des cas, l'énergie géothermique ou l'hydroélectrique, les barrages. Mais du coup, à part ces types d'activités-là, on a aussi du coup les activités transitoires. Donc ces deux types-là sont des activités qui ont été sélectionnées parce qu'ils ont un impact important. Donc les exemples des transitoires, on peut les voir ici dans le secteur de l'industrie. Donc si on considère par exemple le secteur du ciment, de l'acier, de l'aluminium. Mais en plus de ça, il y a eu du coup regarder les activités habilitantes. Donc on voit par exemple la production de technologies bas carbone dans le secteur de l'industrie. Ce que je pense qu'il est très important de préciser est que toutes ces activités, donc les activités bas carbone, les activités transitoires et habilitantes, sont toutes considérées activités durables d'un point de vue environnemental. Donc ce n'est pas uniquement les activités bas carbone qui sont activités durables. Donc ce que veut dire, et donc là je viens à la question d'Elena, c'est que pour toute cette activité, l'objectif principal dans fixer les critères d'examen technique a été assurer que ces activités sont compatibles avec une économie bas en carbone, une économie neutre en carbone pour l'année 2050. Donc il y a des activités qui sont déjà, donc qui sont, si théoriquement on continuait à les faire de la même façon de maintenant jusqu'à 2050, elles pourraient déjà être. Donc les secteurs bas carbone dont on veut un développement, mais en même temps, on a des activités qui ont aujourd'hui des émissions importantes et qu'on veut diminuer, mais où on voit donc les critères techniques, il est fixé de façon à appuyer
des contributions très importantes. Donc c'est des critères qui sont très ambitieux pour amener l'industrie à faire des pas en avant très importants. Donc, l'exemple qu'on peut voir est, si on considère donc, les secteurs industriels comme les ciments, l'acier, les critères techniques se basent sur les benchmarks établis par les systèmes de quotas d'échange d'émissions. Donc, en fait, on a pris comme point de référence la performance de 5%, en fait, la performance à niveau d'émissions de CO2 qui est atteinte uniquement aujourd'hui par les usines qui ont les 5% des meilleures performances. Donc, c'est vrai. Donc, en fait, on dit c'est uniquement si on est vraiment dans ces tops qu'on peut aujourd'hui être considéré aligné avec la taxonomie, mais en faisant ça, donc, on peut appuyer les autres à essayer d'atteindre ces niveaux et en même temps, ces niveaux vont descendre dans le temps. Donc, juste en termes de principes généraux, donc, il y en a un qui a été mentionné par Elodie, c'est le principe de neutralité technologique. Donc, on peut le voir très bien avec l'exemple des critères pour l'électricité. Donc, c'est un critère qui peut s'appliquer à n'importe quelle source d'énergie. Donc, on voit les solaires, l'éolienne, mais au moins en théorie, si on produit de l'électricité à partir de gaz naturel, mais avec captage et stockage de carbone, on peut aussi atteindre ce niveau et ça serait aussi considéré. On peut, après, un autre principe général, c'est d'être quantitatif autant que possible. Ce n'est pas toujours été possible. Et si, par exemple, Elodie a travaillé pas mal dans les domaines de l'agriculture et des forêts, donc elle peut vous expliquer comment c'est très difficile dans certains secteurs d'avoir des critères quantitatifs. Mais l'objectif, c'était donc de fixer des seuils quantitatifs absolus dans la majorité des cas. Un autre principe général, de tenir en compte et s'appuyer sur d'autres politiques européennes. Donc, pas ce qu'on dit en anglais, don't reinvent the wheel, donc pas répartir de zéro, mais s'appuyer sur tout qui existe déjà. Et ça simplifie aussi la tâche donc, ça, c'est lié à l'autre principe général, c'est que les critères soient faciles, possibles à utiliser. Que ce ne soit pas que des critères développés par des scientifiques. Donc, ça, je pense que c'était très, très intéressant dans les tags d'avoir à la fois des gens avec un profil plus scientifique, à la fois des gens avec un profil plus finance, qui donc a pu amener à des échanges très intéressants qui ont porté du coup à des critères qui ont un certain niveau de stabilité. Je suis sûr que Elena peut expliquer cela avec beaucoup de détails. Merci Paolo. Et Elodie, je sais que tu as lidéré sur le développement des critères pour l'agriculture et les forêts. Donc, tu es notre expert sur le sujet. Est-ce que, parce que ce sont des activités assez particulières et un peu différentes, on va dire, que celles des transports, de l'industrie, du bâtiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail l'approche, voilà, et les critères qui ont été établis pour l'agriculture et les forêts. Oui, bien sûr. Et en fait, je pense qu'en regardant agriculture et forêt, ça va contraster effectivement avec ce que Paolo vient d'expliquer quand il parle de critères quantitatifs, quand on émet un seuil qui est basé sur des émissions de gaz à effet de serre. Bon, évidemment, c'est très compliqué de faire des prévisions, des projections et d'avoir une bonne maîtrise de tous les scopes, 1, 2, 3 de l'ensemble de ces activités. Mais quand on parle d'agriculture et de forêt, on parle de gestion des sols, on parle de gestion de la biodiversité, des écosystèmes. Donc, on est sur des critères plutôt qualitatifs. Donc, ce qui est intéressant avec l'agriculture et les forêts, c'est que ça montre que la taxonomie inclut des critères diversifiés, avec des seuils différents qui prennent en compte de la particularité des activités économiques. L'agriculture, en l'occurrence, c'est un secteur absolument clé pour plusieurs raisons, mais surtout d'un point de vue climatique. Si, comme l'ONU projette, d'ici 2050, on est 10 millions d'êtres humains à nourrir, ça entraînerait une hausse de besoins en nourriture de 50%. Aujourd'hui, la chaîne de production alimentaire contribue entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre. 80-90% de ces émissions se produisent au niveau de l'entité agricole, donc de la ferme. Donc, d'autant
d'autant plus d'intérêt de regarder ce qui se passe au niveau de l'agriculture et des forêts. Alors évidemment, l'agriculture, et surtout quand on voit, comme vous voyez, que la production animale est considérée comme une activité dans la taxonomie agriculture est une taxonomie en transition. Parce qu'il est clair qu'on ne pourra pas s'en passer, mais qu'il va falloir réformer de manière substantielle la manière dont sont cultivés les terrains et dont est produite la nourriture animale, de manière à obtenir des objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050. La particularité de l'agriculture et des forêts, c'est que ce sont des secteurs qui ont également la capacité de séquestrer le carbone à travers les puits de carbone naturels qui sont présents dans les sols, dans la biomasse, hors sol aussi dans les arbres. Et donc, pour ces deux secteurs, on a établi à peu près 3 objectifs qui se retrouvent et dans l'agriculture et les forêts. Alors, évidemment, la forêt, on parle de séquestration et non pas de réduction, mais en gros, on a 3 objectifs cumulatifs. Le premier, pour l'agriculture, c'est de réduire les émissions de CO2, puisque effectivement, c'est une source d'émissions extrêmement importante. Donc, à la fois au niveau de la gestion des cultures et de la production animale, de réduire au niveau de l'entité agricole. Donc, la taxonomie se limite à cette entité, se limite à la ferme. Deuxième objectif, c'est de maintenir et d'augmenter les stocks de carbone existants. On veut une taxonomie qui est positive nette, donc il nous faut un net. Donc, on doit utiliser l'agriculture et la forêt comme des capacités, comme des secteurs qui nous permettent d'augmenter les stocks de carbone existants, jusqu'à évidemment atteindre un niveau de saturation carbone qui à un moment donné atteint un maxima hors sol et dans les sols. Et troisième objectif, les activités agricoles ne peuvent pas se développer sur des terres qu'on catégorise comme des terres riches en carbone. Donc, ça va être les marais, les milieux tourbeux, les forêts de plus d'1 hectare, voilà, donc, qui ont un statut qui a été déposé à partir de 2008 comme des terres riches en carbone selon la directive européenne sur les énergies renouvelables. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il est interdit de convertir en terrain agricole ou même de planter des forêts sur des terres qui ont un statut haut en carbone et qui présentent une valeur écologique importante et de séquestration de carbone importante. Donc, voilà, des critères à la fois pour augmenter les émissions et pour augmenter les stocks de carbone et réduire les émissions de CO2. Pour démontrer la compatibilité, ensuite si on arrive aux critères, donc pour démontrer la compatibilité d'une activité agricole ou de gestion de forêt, ces objectifs sont traduits en termes quantitatifs et qualitatifs. L'agriculteur peut choisir entre 2 types de critères, 2 options, soit de mettre en place un ensemble de pratiques agricoles qui sont propices à la réduction des émissions, ou, deuxième option, de démontrer une réduction d'émissions quantitatives substantielles à partir d'outils de mesure, donc des outils de mesure qui sont là du coup chiffrés, quantitatifs, et la taxonomie prévoit une réduction de 20% des émissions d'ici à 2030, de 30% d'ici à 2040. Donc l'agriculteur peut tout à fait choisir la voie quantitative, mais évidemment l'objectif de réduction est très important. Il y a une annexe technique qui correspond à la taxonomie qui est en ligne, qui donne accès à toute une liste de pratiques agricoles, à la fois pour les cultures, la production animale, la gestion durable des forêts. Ces pratiques sont propices à la réduction des émissions, à l'augmentation de la capacité de stockage. Ce sont des pratiques de type de gestion de déchets organiques, des effluents d'élevage, des pratiques liées à l'utilisation des nutriments, des pesticides, des pratiques de labourage des sols. Enfin voilà, c'est vraiment très détaillé. Et le rapport fournit aussi des indices d'outils de mesure, par exemple pour mesurer le progrès de séquestration hors sol dans les forêts. Donc vraiment, je vais pas m'étendre trop longtemps et je suis ravie de répondre à des questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la taxonomie climat pour l'agriculture et la forêt propose des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, encore une fois, qui diffèrent de la plupart des autres secteurs, qui eux prévoient donc des objectifs plutôt quantitatifs. La taxonomie agriculture-forêt donne des objectifs clairs, à la fois de réduction
des émissions, mais aussi d'augmentation des capacités de séquestration, et surtout en termes d'implémentation, d'utilisation pratique, c'est-à-dire à la fois pour les entités agricoles, mais aussi pour les investisseurs. Il est clair que pour ces deux secteurs, de mesurer les progrès carbone en termes quantitatifs, c'est relativement nouveau. Vraiment, la taxonomie amène quelque chose de nouveau pour ces secteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a également la possibilité de procéder à travers des pratiques de gestion de sol d'animaux et donc des critères beaucoup plus complexes à envisager, en tout cas pour un investisseur. Et voilà. Et ce qui est pas abordé ici, c'est évidemment tel que je l'expliquais au départ dans les trois conditions. Hein. Donc ça, ce sont les critères de contribution substantielle, mais aussi il faut que les activités agricoles et de forêt ne portent pas préjudice aux autres objectifs environnementaux. Donc ça veut dire que une activité agricole qui est bonne pour le climat parce qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre ne peut pas augmenter la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Et donc, je n'aborderai pas les critères tout de suite, mais tout ça est disponible dans l'annexe technique. Merci beaucoup, Élodie. En fait, justement, vous venez, toi et Paolo, de nous décrire et très bien articuler les critères pour la contribution substantielle à l'atténuation du climat, des différences et activités. Maintenant, j'aimerais bien, Paolo, si on peut approfondir un peu sur justement l'autre condition que c'est que une activité pour faire partir de la taxonomie ne peut pas porter préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Paolo, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche en pratique avec un exemple, par exemple, les bâtiments? Merci. Oui, merci Elena. Oui, je pense que ce qui est important à clarifier avant d'aller dans les détails, est qu'en fait les critères, et qu'en fait les filtres, on va dire, de ne pas causer de préjudices importants, n'est pas appliqué uniquement pour voir si une activité est inscrite ou pas dans la taxonomie, mais il est décliné lui-même en fonction, sous forme de critères. Donc, il y a des critères, comme il y a des critères pour la contribution substantielle à un objectif environnemental, un des objectifs environnementaux, il y a des critères assurant que l'activité qui a été sélectionnée, car elle est considérée pour apporter une contribution substantielle à un objectif, ne cause pas de préjudices importants aux autres objectifs. Donc, si on prend un exemple qui peut être l'activité de la rénovation des bâtiments, donc c'est un exemple d'activité transitoire, parce que juste pour information, les critères de contribution substantielle demandent soit une réduction une réduction de la demande d'énergie primaire de 30%, ou soit de se conformer à certains critères qui sont établis dans les lois nationales qui applique la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Mais du coup, ça, c'est des critères. Donc afin qu'une rénovation soit considérée alignée avec la taxonomie, elle doit donc d'un côté être conforme à ces critères qui disent, en fait, si cette activité est considérée de porter une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique, mais à la fois respecter un certain nombre de critères. Donc ces critères qu'on voit là, c'est les critères liés à ne pas causer du préjudice important. Si vous lisez les rapports du TEC, en anglais, c'est do not significant harm. Donc, ces critères sont en fait des exigences minimales. Ces critères détaillent quelles sont des fois les pratiques ou des fois les niveaux de performance minimales à attendre afin que l'activité n'est pas considérée de porter un préjudice important aux autres objectifs. Donc, si on va dans un exemple, la rénovation des bâtiments, par exemple, les critères pour ne pas causer de préjudices importants à l'économie circulaire est que les déchets non dangereux qui sont issus de la rénovation doivent être recyclés ou réutilisés au moins à 80%. Donc, au moins 80% de ces déchets non dangereux doivent être recyclés ou réutilisés.
ou alors, pour avoir un autre exemple, à niveau de la pollution, donc que les matériaux qui sont utilisés dans la rénovation du bâtiment ne contiennent pas d'amiante ou ne contiennent pas de ce qu'on appelle en anglais substances of very high concern, qui en français c'est les substances extrêmement préoccupantes, et qui sont définies donc sur une liste par une autre loi européenne, que c'est la directive REACH, la directive sur les produits chimiques. Donc, je pense que ça, c'est utile à la fois pour comprendre donc, quel type de critères on trouve dans la partie de ne pas causer des préjudices importantes, et aussi pour comprendre comment les critères ils s'appuient autant que possible sur la réglementation européenne. Et cela facilite leur application parce que c'est souvent des données ou des pratiques qui sont déjà demandées par la réglementation européenne ou qui sont déjà cadrées par la réglementation européenne. Juste pour finir, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si on prend ici l'exemple pour la rénovation des bâtiments des critères relatifs à l'objectif de ne pas causer des préjudices importants, à l'objectif de préservation des ressources en eau et des ressources marines, dans ces cas-là, en fait, les critères, ils font référence à un label privé, un label de l'industrie des eaux, qui s'appelle la EU Water Label. Et donc, il dit en fait que les robinets, les douches qui sont installés dans les bâtiments ont une performance, donc ont un débit d'eau qui est inférieur à ceux établis par les premières deux classes de ce label. Donc, ce n'est pas toujours lié à la réglementation européenne, mais dans tous les cas, c'est uniquement des exigences minimales. Et je pense que ça, c'est un point qui n'est pas toujours entendu. Il y a des gens qui pensent que du coup, pour avoir ces critères, on demande à une activité d'apporter une contribution à plusieurs objectifs. Cela n'est pas le cas. Donc, c'est contribution substantielle à un objectif et des exigences minimales de ne pas causer des préjudices importants aux autres objectifs. Merci Paolo. Et avant de répondre aux questions de l'audience, j'aimerais faire une dernière question pour Elodie. Elodie, tout au début, tu nous as très bien expliqué pourquoi les activités d'adaptation, en fait, elles sont différentes au sens que l'approche que tu as utilisée, c'est une approche totalement différente, c'est une approche plus basée sur l'analyse du processus mis en place de la part de l'entreprise ou de l'émetteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail comment on a développé justement ces critères de processus par rapport aux activités d'adaptation? Oui, merci. Donc là, c'est effectivement par rapport à ce que disait Paolo, c'est on reprend un peu de recul par rapport à la méthodologie de la taxonomie. On sort un peu du détail. Effectivement, donc là, jusque-là, on a parlé de la taxonomie atténuation et la taxonomie adaptation. Alors, les critères, Ilana, ils ont pas vraiment changé par rapport à ce qui avait été publié en juin en termes de processus. Par contre, la taxonomie en elle-même a été bien améliorée par rapport et toute l'explication par rapport à la taxonomie sur l'adaptation a été bien améliorée. Donc, j'encourage notre audience à vraiment passer du temps sur la partie adaptation de l'économie. L'approche de la taxonomie adaptation est différente dans le sens où toutes les activités économiques peuvent potentiellement contribuer à l'adaptation et à la résilience du système. Tout peut être amené, ou peut-être pas tout, mais une grosse partie de l'activité économique peut être amenée à être plus résiliente, où on pourrait trouver des solutions. Donc, il était impossible de déterminer une liste exhaustive d'activités économiques comme pour la taxonomie sur l'atténuation. Donc, sur l'adaptation, on parle de deux types d'activités. Il y a les activités économiques qui sont adaptées, ça veut dire qu'elles sont rendues plus résilientes par des mesures qui réduisent les risques physiques de manière substantielle, les risques physiques liés au changement climatique. Ça touche à peu près tous les secteurs, l'infrastructure, la production d'électricité, les transports, production de biens et services. Je mentionnais tout à l'heure l'agriculture. L'agriculture est un secteur extrêmement vulnérable au réchauffement climatique et à l'appauvrissement des écosystèmes. Donc, on peut parler d'adaptation pour chacun des secteurs et des activités. Ça, c'est le premier type d'activité. Et ensuite, on a les activités économiques qui habilitent
l'adaptation, c'est-à-dire qui contribuent à l'adaptation d'autres activités économiques. C'est relatif notamment aux technologies, aux produits pratiques qui peuvent lever des barrières potentielles à l'adaptation et à la résilience des systèmes. Alors évidemment, je dis toutes les activités économiques peuvent potentiellement être adaptées, mais toutes ne contribuent pas substantiellement. Donc vraiment, le mot substantiellement ici est important parce qu'il faut que ces activités répondent à un certain nombre de conditions, de critères techniques, tout comme pour l'atténuation, et qu'elles passent le filtre que mentionnait Paolo, qui est de ne causer aucun préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Alors, les critères pour l'adaptation sont similaires pour toutes les activités. Il s'agit d'un processus d'évaluation de gestion des risques physiques qui doit prendre en compte le contexte et la géographie de l'activité, puisque les effets physiques du climat n'impactent pas toutes les régions et toutes les activités avec la même intensité. L'analyse des risques doit prendre en compte un dataset, un certain type de données qui doit être pertinent, capable d'identifier tous les risques matériels, qu'ils soient chroniques, aigus, qui soient liés à l'eau, les vents, les sols, les températures. Donc vraiment une analyse de risque physique complète. Et surtout, et ça c'est la taxonomie ce sont les critères et les seuils, on va dire, pour l'adaptation. Ces mesures doivent être adoptées dans les 5 ans qui suivent le début de l'activité économique. Donc, il ne s'agit pas de dire « Ah, cette activité est une activité d'adaptation, voilà, parce que j'estime qu'elle répond à un risque ». Non, il faut pouvoir démontrer que les mesures qui justifient l'adaptation ont été adoptées dans les 5 ans. Donc, un autre critère important pour pouvoir être inclus dans la taxonomie adaptation, c'est que l'activité doit contribuer à l'adaptation du système. Et ça, c'est la notion un peu d'additionnalité qui est extrêmement importante pour démontrer une contribution substantielle. C'est qu'il n'est pas suffisant de rendre l'activité résiliente seulement en elle-même. Il faut pouvoir démontrer que les mesures qui sont mises en place préviennent, donc anticipent, et minimisent les risques au sein du système sans augmenter les risques adverses, la population, la nature, les actifs, etc. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension plus large du risque qui va au-delà même de l'entité qui est adaptée. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter la méthodologie adaptation qui est en ligne. Ce qui est intéressant, 2 choses avec la taxonomie adaptation, surtout pour les investisseurs et les entreprises, c'est que premièrement, d'utiliser un processus de gestion des risques comme critère principal, ça permet de laisser à la discrétion des entreprises et par extension aux investisseurs qui ont déjà des systèmes de risque et de gestion environnementale, donc de leur laisser la discrétion d'évaluer les besoins d'adaptation de l'activité économique et de décrire effectivement les résultats du processus suivi. Ça, c'est la première chose, il y a une discrétion. Et la deuxième chose, c'est l'interaction entre les 2 taxonomies climat. Parce qu'une même activité peut contribuer aux 2 objectifs. Elle peut à la fois avoir une mission d'atténuation du climat, mais également une mission d'adaptation. Donc, une activité peut se retrouver dans les 2 pour peu qu'elle ne nuise à aucun des 2 objectifs mutuellement. Concrètement, ça veut dire qu'une activité qui, pour s'adapter au changement climatique, augmente ses émissions de CO2, n'est pas compatible avec les critères établis par la taxonomie. Donc voilà, donc il y a une réflexion, il y a une dynamique qui existe entre ces 2 taxonomies avec des méthodologies différentes, mais qui laissent une certaine flexibilité et une autonomie pour l'investisseur et l'entreprise d'évaluer les activités économiques selon leur propre processus en interne également. Merci, Élodie. On va passer aux questions de l'audience, mais je voulais souligner aussi une différence qu'il y a par rapport entre l'adaptation et l'atténuation par rapport au prisme financier. Je vais donner un exemple parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'expliquer et plus tangible avec un exemple. Donc, imaginons-nous on va dire, Élodie, que toi, tu as des plantes sémentières, tu as une entreprise sémentière et que tu as une plante qui est parfaitement, on va dire, compatible avec la taxonomie. Donc,
qui parvient avec les seuils décrits dans la taxonomie et bien entendu avec les concepts de ne porte pas préjudice important aux autres objectifs environnementaux et une autre plante qu'elle n'est pas. Donc aujourd'hui, Elodie, elle est 50%, on va dire, taxonomie, alignée avec la taxonomie d'un point de vue des revenus. Maintenant, Elodie, tu veux que ton deuxième plante, elle devient aussi alignée avec la taxonomie. Donc, tu vas venir vers moi, bien entendu, BNP Paribas, tu vas me demander soit une obligation verte, soit des prêts verts, et pour justement faire des travaux dans ta plante et faire que cette plante devienne alignée avec la taxonomie. Donc, il faut penser que chacun de ces prêts ou de ces obligations vont être aussi alignés avec la taxonomie. Donc, tes dépenses vont être alignées avec la taxonomie. Mais une fois que tu as fini les travaux, toi deviendrais 100%, voilà, d'un point de vue des revenus, d'un point de vue equity, aligné avec la taxonomie. Néanmoins, si on fait la même réflexion, mais on pense à des dépenses faites pour que ta plante devienne adaptée, il faut prendre en compte que une fois les travaux d'adaptation sont finis, même si toutes les dépenses investies pour adapter la plante vont être taxonomie alignée, align, après, ta plante, le revenu de ta plante ne devient pas aligné à la taxonomie. Donc, c'est une caractéristique très concrète de l'adaptation, de cette activité d'adaptation, voilà, qu'il faut prendre en compte. Il n'y a que ces activités habilitantes qui aident aux autres activités à s'adapter, qui peut compter le revenu comme aligné avec la taxonomie. Cela dit, on va commencer à répondre des questions. Il y a plein de questions, mais ne vous inquiétez pas, ces questions qu'on n'arrive pas à répondre, on est en train, l'ETSEC, de compiler des questions et on va publier un document avec des réponses qu'on a eues. Donc, je vais commencer avec une question pour Paolo. Et il nous pose la question, pour les activités bas carbone, est-ce qu'on prend en compte les scopes 1, 2 ou 3 et ou 3? Oui, merci pour cette question. Alors, en fait, ce qui est demandé par les règlements taxonomiques, donc qui offrent les cadres de travail pour le développement de la taxonomie, est d'avoir des considérations de cycle de vie. Donc, c'est-à-dire que dans la détermination, dans l'élaboration des critères d'examen technique, on doit considérer tous les cycles de vie de l'activité qu'on est en train d'évaluer. Donc, en fait, en théorie, on est en train de considérer les scopes 1, 2 et 3. Ceci dit, ce n'est dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'avoir un critère technique qui demande de calculer les émissions scope 1, 2 et 3 pour avoir la contribution substantielle. Donc, dans la plupart des cas, c'est possible de consulter des analyses des cycles de vie, donc d'utiliser ça comme une source d'information dans le développement des critères, et après développer des critères qui sont d'utilisation beaucoup plus simples. Donc, par exemple, la recommandation du tag pour les voitures et que les voitures électriques sont alignées avec donc les critères de contribution substantielle au changement climatique, en considérant qu'ils sont des émissions zéro. Bah, bien sûr, ils sont des émissions zéro depuis la voiture, pas si on considère les cycles de vie. Mais en fait, les analyses des cycles de vie que ont été considérées par le TAG montrent que cette technologie a les meilleures performances sous les cycles de vie. Donc juste pour dire, en théorie, oui, tout est pris en compte. En pratique, les critères doivent être simples à utiliser. Sinon, les investisseurs, les entreprises, ils ne vont pas être capables de les appliquer. Donc, ce n'est que dans certains cas, dans peu de cas, que le TAG demande une analyse des cycles de vie comme partie du critère. Oui. Merci, Paolo. En fait, j'ai une question par rapport à l'agriculture avec une suggestion.
très intéressante. Donc, pour toi, Elodie, en fait, et aussi pour Paolo, parce que concernant l'agriculture, peut-on imaginer que le versement des primes de la PAC vont être liés à la taxonomie? En fait, ça fait référence justement à ce que je disais au début, que les membres du TEC, au moins, on aimerait bien voir les déploiements, le versement dans ce cas des aides, avoir un filtre voilà, par rapport à la taxonomie. Donc, c'est dans la même ligne. Mais la question, en fait, c'est vers le secteur du liège. Quelle est votre approche envers le secteur du liège? L'activité est légèrement polluante dans les usines, mais d'une part, ne nécessite pas de couper les arbres, juste enlever écorce. Et d'autre part, contribuer à la plantation d'arbres, à la conservation des forêts. Elodie, tu as quelque chose à rajouter? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question sur le liège, mais je peux, en tout cas sur la PAC, ce que je peux dire, c'est que en fait, le point de départ du TEG est à l'inverse. Donc, je comprends la question qui est de dire, bon, est-ce que la Commission européenne va prendre en compte ce qu'a fait le TEG et la taxonomie pour aligner les subsides? Bon, effectivement, c'est quelque chose, comme tu disais, Elena, que le TEG a fortement appuyé dans ses recommandations à la Commission, que l'ensemble du cadre réglementaire européen prenne en compte les recommandations environnementales du TEG. Maintenant, ce que vous trouverez dans la taxonomie sur l'agriculture, c'est en tout cas l'assurance que les critères correspondent à l'état de la législation européenne et à ce que mentionne la CAP. Donc, ça veut dire que la manière dont les subsides sont distribués aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, bon, c'est quand même assez minime, hein, la conditionnalité des subsides d'un point de vue environnemental, mais qu'en tout cas, nos critères ne sont pas en contradiction avec ces subsides ou ces critères. On a également pris en compte le fait que la CAP est en révision et que à partir de 2020, il y aura une révision de la politique agricole commune qui inclut, pour le coup, alors c'est les attentes, mais ce qu'on a pu lire, en tout cas pour l'élaboration de critères, c'était des drafts, avec une attente qu'il y ait beaucoup plus de critères de type environnemental et climat qui soient intégrés dans la version post-2020. Donc, l'attente, c'est qu'en tout cas, on est aligné avec ce que la législation européenne dit. Maintenant, le TEG, on n'est pas un organe législatif, donc c'est vraiment à la Commission de décider un peu comment ils vont vouloir prendre ça en compte. Quant au liège, alors, la forêt, la taxonomie sur la forêt ne va pas aussi loin que de définir chaque activité qui puisse avoir lieu dans la forêt. Donc vraiment, la taxonomie forêt, elle comprend l'ensemble des activités qui ont lieu depuis le moment, qui ont lieu au niveau de la forêt en elle-même, du moment où on plante un arbre au moment où on le harvest, au moment où on le coupe, hein, et on le récolte. Voilà. Donc, ce qu'on fait du bois post-récolte, finalement, n'intervient pas au sein de la taxonomie forêt. Ça devrait intervenir dans les secteurs de type manufacture, au-delà de la forêt. Et si la production de ce liège est bas carbone ou peut-être ou répond au seuil de la manufacture de ce produit à base de bois, effectivement, il peut être inclus dans la taxonomie. L'important pour la forêt, que ce soit une forêt de production de liège ou de quelque autre type de bois, c'est que ça respecte les critères de gestion des forêts et de séquestration carbone qui ont été élaborés par la taxonomie forêt. Merci, Elodie. On est arrivé, en fait, c'est à 16h pile. Donc, j'ai demandé à Sean, à Climate Bonds Initiative, si on a encore 5 petites minutes. Sean est en mute et… Oui, ça va, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai une question en fait que je voudrais répondre c'était dirigé directement à moi. Et je voulais répondre parce que je ne voulais pas penser à Eric, merci pour votre question, que je voulais la élucider. Vous me demandez comment allez-nous, BNP Paribas Asset Management, concrètement appliquer cette nouvelle taxonomie européenne. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que, et je ne sais pas si vous arrivez à les voir, voilà,
Voilà, ça c'est notre Global Sustainability Strategy qu'on a publié en 2019. Donc, mars 2019, on a déjà, je ne sais pas si vous pouvez le voir, déjà s'engager à faire le mieux pour commencer à monitorer nos investissements verts, l'ensemble de nos investissements verts, dans la proportion de nos investissements qui vont rendre verts par rapport à la taxonomie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe, un task force interne pour voir comment la taxonomie va nous impacter et comment la mesurer. On travaille avec les groupes EMP Paribas Group, aussi dans un groupe de travail pour commencer à voir exactement comment avoir toutes les informations qu'on a besoin pour répondre, voilà, pour commencer à monitorer et à pouvoir reporter par rapport à la taxonomie. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on a commencé par rapport avec nos fonds verts, dont notamment quelques fonds comme un qu'on a, que c'est Energy Transition Fund. Donc, tombe justement dans les domaines, dans les périmètres de la taxonomie climat. Avec ça, j'ai deux questions pour toi, Paolo. Il y a une question sur l'évolution de la taxonomie, donc au futur, et aussi, est-ce qu'on va avoir une taxonomie brune, donc a brown taxonomy? Bon, oui, merci Elena. En commençant par les prochains pas dans le développement de la taxonomie, et d'ailleurs on peut faire un lien avec la question d'abord sur les activités, sur la production des produits en liège. Je vais revenir à ça dans un moment. Donc, le rapport du TAG, les rapports du TAG, le rapport de synthèse d'analyse technique, sont en fait une recommandation du TAG. Donc, le TAG est un groupe d'experts de la Commission, donc c'est une recommandation du TAG à la Commission européenne. En même temps, il a été mentionné par Elodie, mais les règlements taxonomie est en cours d'adoption en ce moment. Donc, il y a eu un accord politique en décembre dernier. On s'attend, donc les textes, il est bouclé, on va dire, il est défini, mais on s'attend à avoir l'adoption, donc il a été adopté par les conseils, donc par les États membres il y a quelques jours, et on attend l'adoption finale par le Parlement pour les mois de mai et juin. Donc, depuis ce moment, on a deux échéances. Donc, pour décembre de cette année, décembre 2020, la Commission européenne doit donc développer les premiers actes délégués. Donc, en fait, les règlements taxonomie, ils fixent un peu les règles du jeu. La taxonomie elle-même sont les actes délégués, donc sont des lois, mais qui sont développées donc, par la Commission européenne. Donc, les parlements et les conseils, en fait, ils chargent la Commission européenne de développer la taxonomie elle-même. Et du coup, on est déjà à la Commission en train de travailler à toute force, on peut dire, sur donc traduire les recommandations du TAG dans les premiers actes délégués. Et pour information, dans ces processus, comme dans la production de tout acte délégué ou pratiquement de toute initiative législative par la Commission européenne, il y a plusieurs occasions pour les parties prenantes, pour les stakeholders, de donner leur avis. Donc ça, c'est aussi important pour la taxonomie. Donc il y a eu, en fait, au tout début du processus, il y a une phase de consultation, ce qu'on appelle en anglais un Inception Impact Assessment. Donc en fait, quand on commence à voir quel est l'impact qu'il pourrait avoir cette initiative. Donc cette partie-là, c'est concluse hier, en fait, cette première consultation de 4 ou 5 semaines, je crois que la fin c'était 5 semaines. Mais il y aura une autre opportunité, donc encore 4 semaines, une fois que l'acte législatif aura été rédigé par la Commission européenne. Donc, ce que je pense que c'est important de savoir, c'est que du coup, ce n'est pas simplement un copier-coller, il y a plusieurs processus administratifs et aussi de ce qu'on appelle de bonne législation, donc qui amène à tout un travail qui est fait sur les recommandations, sur la base des recommandations du TAG. Mais du coup, c'est possible que certains critères soient formulés d'une façon différente ou alors développés plus par rapport à ce que a proposé le TAG. Donc, ça sera l'occasion de voir ces critères et pouvoir commenter. Donc, c'est difficile à donner une date, mais bon, orientativement, après l'été, on aura cette opportunité pour les parties prenantes de donner des commentaires sur la draft. Et après, juste pour mentionner ça, on aura pour
l'année prochaine, donc pour fin 2021, en fait, le même travail qui était fait par les techs, mais pour les autres 4 objectifs environnementaux. Donc, toutes les activités qui ont une contribution substantielle à la préservation des ressources en eau, l'économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution et la biodiversité et les écosystèmes. Et pour appuyer la Commission dans ce travail, le règlement taxonomie établit un nouveau groupe d'experts qui sera appelé la plateforme pour la finance durable. Et donc, la Commission publiera dans les prochains mois un appel à candidature donc pour recruter les experts qui seront membres de ces plateformes. Et juste revenant dans la question du liège, du coup, cette plateforme a beaucoup de différentes tâches, mais une des tâches qu'on appelle en anglais le feedback loop, en fait, c'est la possibilité par les parties prenantes, si quelqu'un, en fait, une entreprise fait une activité qui considère qu'il devrait être dans la taxonomie, cette entreprise, cet investisseur, quoi que ce soit, peut présenter une proposition à la plateforme. Et la plateforme, du coup, évaluera si ou pas cette activité devrait être incluse dans la taxonomie. Donc, il y a beaucoup d'activités. Donc, ce n'est pas du tout une critique au travail qui a été fait par les techs, bien au contraire, mais il y a beaucoup d'autres activités qui pourraient trouver une place dans la taxonomie pour les objectifs climatiques, et il y a aussi beaucoup d'autres activités qui devront trouver leur place dans la contribution substantielle aux autres objectifs. Donc voilà, beaucoup de travail encore à développer. Beaucoup à faire. Paul, très vite, est-ce qu'il y a une question qui dit comment et par qui seront évalués et contrôlés les critères fixés par la taxonomie? Est-ce qu'on pourrait dire que cette tâche va tomber notamment sur les mains de la future plateforme? Cette tâche en soi-même n'est pas contemplée dans le règlement taxonomie, au moins pas explicitement, pas dans cette façon. Ce que moi je répondrais, c'est avant tout, en fait, la taxonomie aura différents usages. Donc il y a des usages qui sont déjà prévus dans les règlements taxonomie, mais il y aura aussi d'autres usages. Par exemple, la Commission en ce moment est en train de développer une écolabel, d'après les systèmes de l'écolabel européen, pour pouvoir labelliser des fonds d'investissement, des produits financiers comme verts, en s'appuyant sur la taxonomie. Donc, en fait, je fais juste cet exemple pour dire que dans certains des usages de la taxonomie, il sera possible de détailler des critères de vérification. Cela n'est pas fait dans les règlements de taxonomie. Donc, en général, c'est laissé au marché, on peut dire. Après, bien sûr, il y a des organes compétents à vérifier qu'il n'y a pas d'informations fausses sur les marchés. Exactement. Voilà. Donc tout ça le fera. Et juste pour revenir à la plateforme pourra bien sûr avoir un rôle dans l'expliquer, dans le recommander, encore à donner du conseil à la Commission sur de quelle façon s'assurer que ces instruments, la taxonomie est un instrument, comment s'assurer que cet instrument marche et porte les bénéfices qui devraient porter. Oui. En fait, malheureusement, on a presque passé les 10 minutes, les temps fixés pour ces webinaires. En fait, on se rend compte qu'il y a autant à dire sur la taxonomie, autant d'activités, mais aussi sur comment on applique la taxonomie en pratique et sur les futurs de la taxonomie. Et c'est exactement pour ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc d'abord vous dire que nous, les techs, on est en train de compiler toutes les questions qu'on a reçues à travers de différents webinaires et workshops, et qu'on va répondre aux questions à travers le site de la commission dédié à OTEC, et aussi que Climate Bonds Initiative organise des séries de webinaires autour de la taxonomie. Donc, soyez vigilants, voilà, regardez, comme on dit en anglais, watch the space, parce qu'il y a des webinaires dédiés à des différentes activités. Aussi, il va y avoir un webinaire dédié à comment on utilise la taxonomie en pratique.
Donc, merci à tous et à toutes. Surtout, merci à Paolo et Elodie. Voilà, et merci Sean pour nous donner l'opportunité d'expliquer la taxonomie en français, voilà, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Elena. Merci Paolo. Oui, merci Elena, merci Elodie et merci à Sean et à Clément Bond Initiative pour la bonne Merci initiative. Sean. Au revoir. Au revoir.